Au Sénégal, la situation des jeunes au regard de l'emploi est plus que préoccupante. Plusieurs indicateurs le confirment. Leur insertion sur le marché du travail est plus que tardive. La précarité de l'emploi et des revenus est bien réelle. Dans notre entretien exclusif, nous avons été reçus par M. Lansana Gagné Sakho, expert pluridisciplinaire. Un homme qui a su mettre son génie et son expérience au service de l'Afrique nous précise que les causes de ce chômage ne sont pas à chercher bien loin. C'est 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché et le secteur productif ne peut accueillir que 30 000 jeunes. Ça veut dire que chaque année, vous avez 170 000 jeunes qui sont sur le carreau. Et quand on parle de 200 000 jeunes, c'est 200 000 jeunes diplômés. On ne prend pas en compte tous ces jeunes qui viennent du monde rural, que vous voyez dans les rues de Dakar, et tous ces jeunes qui n'ont aucune qualification professionnelle supérieure, c'est-à-dire qui ne sortent pas des grandes écoles. Donc le chiffre est beaucoup plus important que ça. Et l'État du Sénégal, le Sénégal ne dispose pas de structures adéquates pour accueillir tous ces jeunes qui viennent sur le marché du travail. Donc ce qui se pose en réalité, c'est la capacité d'absorption de la jeunesse en général par rapport au marché du travail. Mais derrière, en effet, vous avez, on ne peut pas ne pas séparer les deux, vous avez la problématique de la démographie également. Que vous soulignez souvent. Ouais. Et qu'on fait semblant de ne pas comprendre. Il faut parfois regarder les choses en face et les aborder sans tabou. Un pays comme le Sénégal a une population multipliée par 2. Tous les 25 ans, la population est multipliée par 2. Tous les 25 ans. Quand vous prenez la pyramide des âges du Sénégal, vous avez 70% de la population qui a moins de 30 ans. C'est un défi énorme. Et on n'a pas la capacité industrielle pour absorber tous ces jeunes. C'est là où cette problématique de l'emploi des jeunes, de l'emploi en général, on ne parle pas de jeunes, pose un problème très très sérieux et il faut l'aborder, mais de façon lucide. Tant qu'on ne réglera pas le problème de la démographie dans nos pays, on ne va jamais arriver à régler le problème de l'emploi. Ça n'est pas possible. Le problème de l'emploi des jeunes est lié à une incohérence entre le facteur démographique et la croissance économique, ce qui, au regard de M. Sakho, constitue un obstacle majeur pour absorber des emplois dans l'environnement industriel et productif. Le secteur productif sénégalais n'arrive même pas à donner satisfaction à 10%. Moi, je dis 10% des jeunes qui viennent sur le marché du travail. Donc, vous n'avez pas une cohérence globale entre la croissance démographique et la croissance économique. Ça, ce sont des faits. Ce n'est pas des choses qu'on a inventées. Il faut des mesures fortes qui puissent aller ensemble. C'est d'abord augmenter la croissance économique par rapport au secteur productif pour que le secteur productif puisse absorber tous ces jeunes et travailler aussi sur la croissance démographique. La Chine l'a fait et beaucoup d'autres pays l'ont fait pour y arriver. C'est un passage obligé sur lequel il faudrait qu'on travaille. Malheureusement, c'est des sujets qui sont souvent tabous. On fait semblant, mais ça nous rattrape. Ce qui s'est passé récemment au mois de mars, ça n'est pas une surprise pour moi. La question pour moi, c'est pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt que ça. Parce que il n'y a pas d'espoir. Moi, je suis un président des alumni de l'ESP, de l'École Polytechnique Supérieure, de l'École Supérieure Polytechnique de Dakar. Aujourd'hui, on a 4000 étudiants. Imaginez-vous, sur les 4000 étudiants qui vont sortir dans 2 ou 3 ans, vous allez en avoir 200 ou 300 qui vont trouver du travail. C'est un problème sérieux qu'il faut adresser. Et on ne le règle pas sur un an, on ne le règle pas sur un mandat. C'est une continuité. C'est pour ça, je pense que les politiques, les politiques doivent avoir une démarche continue. Parce que ce n'est pas sur 2 mandats qu'on règle ça. Et ce qui est en jeu, c'est l'existence du Sénégal comme État. Quand les gens n'ont plus d'espoir, mais absolument rien ne peut les retenir. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut adresser le problème, en gardant nos valeurs qui existent. Mais je pense qu'il faut adresser le problème correctement, faire un bon diagnostic et trouver les bonnes solutions sur la durée. Et surtout dire la vérité aux populations. Les manifestations enregistrées au cours de la période du 3 au 6 mars 2021, suite à l'arrestation d'une figure de l'opposition, a été le prétexte pour l'État du Sénégal de poser le débat sur l'emploi des jeunes. Abordant cette question, M. Sakho soutient que ces manifestations sont liées à plusieurs facteurs socio-économiques.
Ousmane Sonko a été l'étincelle. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis surpris que ce ne soit pas venu plus tôt. Il y a d'abord le contexte actuel de la Covid. Les gens étaient chez c'était difficile économiquement, etc., etc. Et c'était le prétexte, en fait, pour que ces manifestations arrivent. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y avait des forces occultes derrière. Non, pas du tout. Personnellement, je pense qu'il y a un paquet de frustration qui a dû exploser. On en a parlé tout à l'heure. Les gens n'ont plus d'espoir, il n'y a plus de visibilité. Ce n'est pas lié à la politique de l'État du Sénégal qui a fait beaucoup d'efforts. Mais ces efforts ne sont pas forcément en adéquation avec les attentes des populations. La Covid, Ousmane Sonko n'ont été que l'étincelle. En fait, c'était le prétexte qu'il fallait, c'était le prétexte qu'il a fallu pour que ça explose. Ça aurait été peut-être une autre personne. Et ça, c'est le premier. Donc, Sonko n'a été que le prétexte. Vous allez me demander pourquoi Sonko a été suivi et qu'on a pris Khalifa Sall, Karim, et ça n'a pas été le cas. Je ne suis pas d'accord avec forcément son discours. Mais comme je dis, la meilleure approche dans la vie, c'est qu'il faut être honnête, avoir la capacité d'analyser les faits. Ousmane Sonko est porteur d'espoir, même si on peut supposer que son discours est démagogique. Parce qu'on a une jeunesse qui est désemparée. Donc son discours accroche. Je vais régler tous vos problèmes, je vais tous vous mettre au travail. Et je pense que si s'il arrivait au pouvoir, il aurait beaucoup plus de problèmes parce qu'il aura créé beaucoup d'attentes au niveau des populations. Parce qu'il est porteur d'espoir. On ne peut pas nier ça. Moi, j'ai mes enfants qui ne vivent pas ici. Mais on fait des histoires tous les jours à cause de ça. Parce que, comme je dis, il pense que Sonko va régler le problème. Il faut dire les choses. Il est porteur d'espoir à cause de son discours. On peut dire qu'il est démagogique, on peut dire ce qu'on veut, mais la réalité est que son discours est porteur d'espoir. Vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez 70% des jeunes qui ont moins de 30 ans et qui ne voient rien devant. Et je crois que la bonne attitude, c'est d'analyser ces faits et de voir comment tenir surtout un langage de vérité aux gens et donner l'espoir. Dans l'optique de faire face à cette crise de l'emploi, d'importantes mesures ont été prises par le chef de l'État et une enveloppe de 350 milliards allouée. L'ex-DG de l'ONAS revient sur les principes qui gouvernent l'intervention de l'État en matière de politique et de promotion de l'emploi des jeunes. On parle de création d'emplois. Je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que ce n'est pas à l'État de créer des emplois. Le rôle d'un État, c'est de mettre en place un dispositif nécessaire pour que le secteur privé puisse se développer. C'est le secteur privé qui est créateur d'emplois. Donc c'est ça le rôle de l'État. Si on se met d'accord sur ça, on peut aller plus loin. Maintenant, si on se met d'accord sur ça, le rôle de l'État, c'est de mettre en place le dispositif nécessaire pour que les investisseurs puissent venir. Les investisseurs puissent venir, que le secteur privé puisse se développer. Les investisseurs, c'est comme Auchan, qui vont au Sénégal, qui ouvre des magasins, qui dit « j'emploie directement 1700 Sénégalais ». Les investisseurs, c'est également Sedima, directeur général de Sedima. C'est également Sedima, avec Mengler et son projet, qu'elle ait créé beaucoup d'emplois. C'est ça les investisseurs. Les investisseurs, c'est également l'entreprise chinoise, l'entreprise turque qui vient, qui fait travailler les jeunes. Mais un investisseur, il vient dans un pays pour deux raisons essentielles. La première, il trouve une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons des écoles de formation qualifiées. Mais la deuxième, la plus importante, il trouve un environnement sécurisant pour son investissement. Et c'est en ça que les casques qui ont été opérés dans les magasins Auchan peuvent être très mauvais pour l'image de notre pays. Nous ne sommes pas plus attractifs que la Côte d'Ivoire, ni que le Mali, ni que la Guinée-Bissau, ni que le Niger, ni la Somalie, etc. Ce que nous avions de plus, nous, Sénégal, c'est qu'on avait un pays stable, où l'investisseur peut venir, mettre son argent et dire « il n'y aura pas de risque ». Mais le jour où nous casserons cette confiance qui a été construite depuis les années 60,
je pense qu'on risque de tomber dans les mêmes travers que tous les autres pays. Donc ça, c'est le rôle de l'État, de consolider l'existant. Je profite pour dire, moi, je fais partie des gens qui pensent que Guy Marius Sagna est un patriote et qu'il aime son pays. Mais je pense que le discours qu'il tient, il faut lui parler. Des gens comme ça, on n'est pas avec eux dans l'adversité. Quand il dit « France dégage », je pense que ce n'est pas un bon discours. Mais il faut avoir la grandeur de s'asseoir avec ces gens, de discuter avec eux, de parler avec eux. Et je suis persuadé qu'il peut changer de discours si on lui explique. Je ne dis pas que c'est moi qui comprends, que lui ne comprend pas. Mais c'est un discours dangereux. On n'arrive jamais à régler les choses dans la confrontation, mais on a réglé les choses dans la discussion. Son discours est dangereux, mais il a peut-être des raisons pour le tenir. Il faut tenir des débats contradictoires. Nous tous, je crois que l'important, ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Voilà, donc c'est ça le rôle de l'État. Donc il faudrait qu'on s'organise pour que les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, les investisseurs surtout, qu'on ait à dire nous faisons confiance à l'État du Sénégal. Maintenant, les 350 milliards. Moi, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Je pense que le directeur général de la DER, Papa Madoussa, qui est un garçon très compétent, je pense qu'il l'a dit plusieurs fois, la DER n'a pas pour vocation de créer des emplois. Ce n'est pas son rôle. Et lui, il le comprend très bien. Il peut appuyer des projets ponctuels qui sont portés par les jeunes et les femmes. Vous avez envie de faire un poulailler, il peut vous accompagner. Vous avez un investissement, il peut vous accompagner. Mais la DER n'a pas pour vocation de créer des emplois. Je pense que c'est clair. Par contre, si vous prenez toutes les entreprises de BTP, l'État du Sénégal, vous les appuyez. Si vous faites des incitations fiscales, vous dites si vous embauchez 100 jeunes pour les 50, l'État vous fait un dégrèvement fiscal. Si on allège, ça c'est important, le code du travail. Vous embauchez quelqu'un, vous n'avez plus besoin de lui pour l'enlever, mais c'est la croix et la bannière. Ce n'est pas pour rien que les gens gardent les jeunes dans le secteur, dans les positions précaires de stage pendant très longtemps sans les prendre, parce que le code du travail les enchaîne. Il faut des mesures fortes. Il faut qu'on arrive à regarder la réalité en face. L'autre chose, il y a des mesures qui sont problématiques. L'âge de la retraite. Si on prolonge l'âge de la retraite, on me dit magistrat, médecin, professeur d'université, quand est-ce que les jeunes vont travailler? À un certain moment, il faut que les gens sachent partir à temps. On me dira, on rentre dans le marché du travail tard. Mais ça ne veut absolument rien dire. Il faut savoir laisser la place aux jeunes. Quand on dit l'âge de la retraite est 55 ans, il faut que tout le monde parte. Quand on dit c'est 60 ans, il faut 60 ans, les gens s'en aillent et laissent la place aux autres. C'est un escalier. Il faut que certains descendent du train pour que d'autres puissent monter. Si personne ne va descendre du train, mais personne ne pourra monter de plus. Malgré les efforts énoncés et les institutions de financement mises en place pour promouvoir l'entrepreneuriat, la question de la politisation de ces mécanismes de financement revient toujours au centre des débats. Je pense que le gars de la DER en a pris pour son grade. Ils ont même inventé Papsar dégage. Mais qu'est-ce qu'il dit Papsar dégage? C'est les gens de l'APR. Moi, je suis de l'APR. Mais pourquoi ils disent Papsar dégage? Ça revient à votre question. Les gens pensent que ils ont dit Papsar dégage. Les maires qui sont tous acquis à la mouvance présidentielle l'autre jour, ils l'ont chahuté. Ils ont chahuté le DG de la DER. Pourquoi? Parce que c'est cette perception qu'on a que l'argent public, il faut la donner aux militants du parti au pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. La problématique de l'emploi dans nos pays est tellement sérieuse qu'il faudrait qu'on l'aborde de façon très structurée et très rationnelle. Et je crois que c'est pour ça qu'on dit qu'on dépose ce qu'on n'a pas reçu. Maintenant, l'utilisation de l'argent, je pense qu'une grande partie va servir j'ai bien suivi une discussion de son excellence le président Macky Sall, si continuer la DER, l'ANPEJ, etc. Ils vont avoir leur rôle, c'est aider les jeunes porteurs de projets, ça c'est très bien, mais moi, il y a deux recommandations fortes que je fais.
Je pense que l'État du Sénégal a intérêt à rationaliser le dispositif. Ça veut dire avoir une seule structure qui s'occupe de tous les financements. On n'a pas besoin d'en avoir 3, 4, 5. Ce n'est pas possible. Ça ne sert pas à grand-chose, à mon humble avis, en termes d'efficience. Maintenant, dans l'approche, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez aujourd'hui des entreprises qui ne peuvent plus travailler parce qu'elles ont des difficultés financières. Qu'est-ce qui empêcherait de prendre une partie de cet argent, d'appuyer ces entreprises pour consolider d'abord l'existant au lieu de financer de nouveaux projets? Je ne dis pas qu'on ne finance pas de nouveaux projets, mais je pense qu'on peut consolider d'abord l'existant, c'est-à-dire toutes ces PME qui existent, qui n'arrivent pas à continuer à travailler. Vous êtes un cas, vous êtes un projet. Vous avez déjà commencé à travailler. On ne va pas vous demander, venez faire mon business plan. Même si vous avez un employé, vous existez déjà et vous avez dit, moi j'ai envie d'entreprendre. Vous avez l'âme d'un entrepreneur. Ce n'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Quand on dit aux gens, venez déposer vos projets telle date, c'est qu'il y a un problème dans la démarche. Je pense qu'on a intérêt à d'abord deux mesures fortes. La première, c'est qu'il faut rationaliser les dispositifs. On n'a pas besoin d'avoir 3, 4, 5. Ça n'a pas de... À mon humble avis, ça n'a pas de sens. La deuxième chose, il faut appuyer en priorité l'existant. L'existant, c'est les entreprises peut-être qui sont en difficulté, qui disent on va laisser tomber, on va peut-être licencier du personnel. Il y en a beaucoup dans le BTP. La deuxième chose, ça c'est ce qu'il faut appuyer en priorité. Appuyer également les entreprises qui sont en activité comme vous, comme beaucoup d'autres, qui disent moi j'ai besoin de fonds de roulement, j'ai besoin d'avoir un fonds d'amorçage pour commencer à travailler. Et après, on peut dire on va appuyer les nouveaux projets. Si on ne fait pas ça, on va passer 2, 3, 4 ans après, comme ils disent, on va dire rien n'a été fait. Et moi, je sais que de l'argent a été mis. On ne peut pas faire la même chose pendant tout le temps et que ça ne marche pas et qu'on continue à faire la même chose espérant avoir des résultats différents. La solution, je pense, sur ces 2 ou 3 années qui vont venir, c'est de renforcer le secteur privé local. Il n'y a pas d'autre alternative. Et puis, tout le monde n'est pas entrepreneur. On ne peut pas financer tous les projets. Quand vous allez à la banque déposer votre projet, parfois on dit c'est pas bon, on ne vous donne pas de l'argent. Mais c'est la même démarche qu'on a utilisée parce que c'est de l'argent public. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à changer dans la tête des gens. Ce n'est pas parce que c'est de l'argent public qu'on doit le donner à tout le monde. Il faut le donner aux gens qui ont des projets et qui vont rembourser. La plupart de ce qu'ils demandent, vous leur donnez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller en Espagne avec ça, ou bien ils vont acheter un iPhone. Vous pensez qu'avec 2 millions de francs, on peut créer un projet qui fonctionne? Difficilement. En plus, c'est vraiment là où je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. L'ADER vous donne 2 millions. Vous êtes entrepreneur, vous savez, vous n'avez pas besoin de ces 2 millions pour fonctionner. Vous avez besoin de ce qu'on appelle un fonds de roulement. Travailler tous les jours. Ça l'ADER ne peut pas vous donner ça. Si on vous donne 2 millions et que derrière on ne vous accompagne pas, on ne vous suit pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez fonctionner 2, 3 mois, vous allez arrêter, point barre, c'est tout. Et ça va être de l'argent qui est perdu. Donc, je pense que dire que c'est politisé, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que l'utilisation des fonds dans le cadre de l'emploi dans nos pays, en Afrique au sud du Sahara, doit dépasser les contingences politiques parce que c'est des problèmes qui sont extrêmement sérieux. Ce qui est en cause, en fait, c'est l'existence, c'est la stabilité de nos pays. En fait, c'est ça. Il faut surtout éviter que cette perception existe. Parce que c'est cette perception qui font qu'après, on arrive à toutes les dérives, à ce qui s'est passé. Tous les Sénégalais sont égaux pour moi, en droit. Quand il y a des fonds publics pour les Sénégalais, on ne doit pas faire de contingence politique dessus. Il faut les donner aux gens qui ont des projets qui sont fiables, qui peuvent aller dans la durée. En mettant la priorité sur ce qui existe déjà, en les renforçant. Et on ne peut pas dire, on n'a plus le droit de dire que les jeunes ne sont pas formés. On ne peut plus dire ça. On aurait pu le dire il y a 20 ans, mais aujourd'hui on ne peut plus le dire. Ils sont là, ils sont compétents, ils ont envie de travailler, mais il faut qu'ils aillent chercher ce qui leur revient de droit. Aller chercher ce qui leur revient de droit, c'est s'organiser et dire nous voulons ça. La démocratie, c'est la loi du nombre. Et rien ne se donne. Dans la vie, tout s'arrache. Pour faire face à la problématique de l'emploi, M. Sarro a lancé un message à l'endroit des jeunes Sénégalais. Selon lui, la détermination et l'engagement sont de mise. Vous faites partie de ceux qui comptent. Mais pour compter et pour changer les choses,
il faudrait que vous vous engagiez. Il faudrait parler en votre nom. Et parler en votre nom signifie vous organiser. Parler en votre nom signifie être là où les décisions se prennent. La jeunesse, c'est pas seulement l'âge. La jeunesse, c'est également le comportement. La jeunesse, c'est également le patriotisme. La jeunesse, c'est également aimer son pays. Je pense que la balle est maintenant dans votre camp.